The Conversation France. In extenso, des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets. Un podcast pour mieux penser l'actualité. Pour ce deuxième épisode, on va s'intéresser au quotidien des astronautes. Ils doivent remplir des missions scientifiques précises qu'a fait notre invité lors de ces 2 séjours. Que font les astronautes en ce moment au-dessus de notre tête et que feront-ils demain ? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons la première et la seule femme astronaute française, Claudie Aigneret, bonjour. Bonjour Benoît Tronçon. Vous êtes astronaute du Centre national d'études spatiales, le CNES, ainsi que de l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Pour commencer, finalement, qui décide du programme scientifique d'une mission ? Est-ce que les astronautes ont leur mot à dire ? Vous avez pu choisir, vous ? Les programmes scientifiques sont des programmes qui s'échelonnent sur des temps longs. Avec, on va le revoir, par exemple dans le domaine des sciences de la vie, de la médecine, de la physiologie, de la biologie, des choses qui sont en place et des questions qui sont posées depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc c'est dans un continuum de préparation et qui intègre aussi tout ce qui sont les ruptures, les nouvelles hypothèses, les nouvelles techniques et matériaux qu'on peut mettre à disposition pour réaliser l'expérience. Donc l'astronaute est en fait, je dirais, un exécutant d'un programme préparé par des équipes dans la communauté scientifique, des ingénieurs et des agences. D'ailleurs, le CNES, pour la mission que Thomas Pesquet est en train de réaliser en ce moment, qui s'appelle la mission Alpha, a mis en place une team Alpha pour bien montrer cet aspect de collaboration entre différentes personnalités et différentes équipes. Alors, l'astronaute, c'est pas lui qui va définir le programme scientifique. Selon sa formation, il peut avoir des compétences plus particulières sur un domaine. C'est vrai qu'étant médecin et chercheur en neurosciences, j'avais dans mon programme beaucoup de choses dans le domaine de la physiologie, de la médecine, de la biologie, où je me sentais particulièrement à l'aise et légitime pour interagir avec les astronautes et pour prendre, disons, un petit peu la responsabilité du programme à bord. Mais les sciences de la microgravité, elles sont très très larges. Et par exemple, dans le domaine de la physique des fluides ou de la physique des plasmas, c'est pas mon domaine d'interaction. Par contre, la démarche scientifique, c'est effectivement quelque chose que je possède et je pense que ça m'a facilité cette interaction avec les équipes au sol. Et justement, comment on se prépare à mener ces expériences dans cet environnement si particulier en microgravité ? D'abord, on a des protocoles expérimentaux qu'on travaille avec les équipes de scientifiques, justement, parce que soit c'est notre premier vol, soit on a déjà une expérience de vol et on sait ce qui peut être facile ou difficile à réaliser en conditions de flottaison libre, et donc de retrouver des repères, des références, la facilité d'intervenir sur un gros laboratoire, de faire un prélèvement, d'être dans des appareillages un petit peu sophistiqués. Donc on peut orienter les scientifiques et on est aussi un petit peu des ingénieurs d'essai, je dirais, avec les industriels qui vont développer les matériaux, parce que ce sont des bijoux de technologie qu'on vous met à disposition. J'ai par exemple, moi, travaillé sur une expérience qui s'appelait Fertile, la fertilisation de pleurodèles, des salamandres dans l'espace qui ont pondu. Donc vous imaginez accueillir... Justement, là, écoutons ce petit reportage de France 2 là, qui en parle. Elle tourne à près de 400 km au-dessus de nos têtes et toutes les 90 minutes, Claudie Aigneret peut apercevoir l'Europe à travers les hublots de Mir. La mission de la Française, elle, s'achèvera lundi prochain. Il lui faut donc mettre les bouchées doubles pour mener à bien un programme scientifique très chargé. Tests médicaux pour étudier la circulation du sang et le comportement du cœur en état d'apesanteur, expériences de physique pour mesurer les déformations des structures métalliques dans l'espace, et puis il y a aussi l'expérience Fertile menée sur 6 femelles salamandres. Des salamandres qui au début ont donné des sueurs froides aux responsables du programme en refusant de pondre. Plutôt ennuyeux quand il s'agit d'observer le développement des œufs et la division des cellules sans la gravité terrestre. Et je rappelle bien que Claudie Aigneret, c'est bien Claudie Aigneret, votre nom de jeune fille. On vient d'écouter ce reportage de France 2, c'était à propos de votre première mission Cassiopée en 1996. Et vous aviez donc de drôles de compagnons de voyage, des salamandres. Voilà, des salamandres qui ont donc pondu, parce que c'était une question fondamentale de biologie du développement, comment la gravité va structurer un œuf de son tout début de la fécondation jusqu'à son développement. Bien évidemment, au sol, on ne peut pas s'affranchir de la gravité. Donc toutes ces questions de recherche liées
à l'influence de la gravité, on ne peut les réaliser que dans ce laboratoire en orbite, que ce soit de la physiologie, que ce soit de la physique, que ce soit de la biologie du développement, de la biologie végétale, voire de la biologie cellulaire aujourd'hui, puisqu'il y a des matériels très très sophistiqués à bord de la station. Donc effectivement, voilà, elles ont pondu, j'ai récupéré des œufs, certains je les ai mis dans une centrifugeuse pour reproduire de la gravité, d'autres je les ai laissés évoluer, j'ai ramené non pas les salamandres mais les œufs dans mon retour en Soyouz, et je pense que voilà, ces scientifiques dans le domaine de la biologie du développement avaient là des clés de compréhension que seul ce laboratoire a pu apporter. Et on peut donner quelques conclusions sur cette étude-là en particulier, sur le rôle de la gravité dans le développement des œufs? Alors, je laisserai les scientifiques s'exprimer sur ça. Ce qui était tout à fait considérable, à la fois sur les expériences de physiologie, sur le corps humain, ou sur de la biologie du développement, c'est cette capacité d'adaptation à un environnement qui est totalement différent de notre environnement habituel dans le champ de gravité. Vous avez cité des expériences dans le domaine cardiovasculaire, des expériences au niveau cognitif ou de la posture, comment on organise son geste. Moi, j'ai été tout à fait étonnée par cette capacité d'adaptation à la microgravité, et de même l'adaptation au retour à la gravité normale. Et ces œufs de Pleurevel ont montré également cette capacité d'adaptation dans les deux sens et la Ah oui, vous, réversibilité. personnellement, vous êtes arrivé dans l'espace et finalement vous êtes senti à l'aise. On n'a pas de, je sais pas, une perte complète de référentiel, justement? Il y a un bouleversement des Ouais. référentiels, et c'est vrai que pendant les premières 24 heures, au niveau cardiovasculaire, références cognitives, il faut s'adapter à ce nouvel environnement. Sur des temps plus longs, les expéditions de longue durée aujourd'hui, se pose le problème du déconditionnement de votre squelette et de vos muscles, parce que vous êtes en état de relaxation complète et bien évidemment beaucoup moins de stimulation. Et l'ensemble de ces phénomènes d'adaptation ou désadaptation, ça représente un modèle intéressant pour les scientifiques qui se disent mais ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans le vieillissement. Et donc voilà un beau modèle de vieillissement accéléré, Accéléré, ouais. mais réversible. Et c'est donc quelque chose de tout à fait intéressant. Et je sais que Thomas Pesquet, en ce moment, travaille à bord sur des organoïdes du cerveau pour essayer de Et ben pénétrer à justement, l'intérieur de ces on a mécanismes. un petit son sur ces petits cerveaux, on y revient juste après. Il y a des expériences qui me tiennent à cœur, peut-être parmi les donc 200, je crois 232 au total. Enfin, il y en a 40 de l'Agence spatiale européenne et il y en a 12 qui ont été directement préparées par le CNES, donc l'Agence spatiale française, l'expérience française. Parmi ces 12-là, il y en a une qui est vraiment enthousiasmante. On va étudier des mini-cerveaux, en fait, des cellules souches à bord de la station spatiale, qui encore une fois ne se comportent pas de la même chose. Donc les scientifiques aiment bien regarder comment ça se reproduit, comment ça s'agglomère, comment on peut les utiliser au sol. Et pour ça, la station spatiale, c'est un modèle, et là, c'est des cellules souches de cerveau. Donc on va emmener des organoïdes, comme on dit, donc des mini-cerveaux en fait, qu'on va étudier à bord de la station spatiale. Ça ne ressemble pas à un cerveau, mais on les appelle des mini-cerveaux. Ça, je trouve ça assez fascinant, parce qu'ensuite, on n'imagine pas les applications que ça peut avoir. Comme on vient de l'entendre, la Thomas Pesquet qui nous présente son programme scientifique dans une interview pour France 24. Est-ce qu'aujourd'hui, on fait la même science qu'hier? On a les mêmes questions, parce qu'on n'a pas encore toutes les réponses, tout compris. Je dirais qu'à l'époque de mes vols, je dirais que c'était plutôt une recherche et une science en observation. On observait les modifications, les mécanismes. Aujourd'hui, on rentre dans la compréhension du mécanisme parce qu'on a des outils plus sophistiqués, puis parce qu'on a progressé. Alors, il y a ce domaine de la recherche en microgravité, et il y a d'autres domaines qui sont liés à cet environnement. Il y a l'effet des radiations. Et Thomas Pesquet, dans la mission Alpha, emmène par exemple des dosimètres particuliers à fibre optique, la manip Lumina. Il y a des expériences qui sont des expériences, je dirais, technologiques. Par exemple, la possibilité avec une pince acoustique, Télémac, d'aller déplacer des petites molécules sans avoir à les toucher. Et ça, seule la microgravité va vous permettre d'y intervenir. C'est du développement technologique. Et puis, il y a bien évidemment tout ce qui est préparer, au-delà de la compréhension et d'entrer dans les mécanismes, préparer les vols futurs
à distance, de longue durée, pour aller vers la Lune, vers Mars. Donc un programme pilote qui est pour mieux préparer les interfaces entre l'homme et la machine et la robotique avancée qui sera à bord. Des expériences pour voir comment nos intelligences peuvent être assistées par d'autres formes d'intelligence dans l'interaction. Donc de multiples expériences scientifiques, technologiques. Puis bien évidemment dans le programme à bord, j'oublierai pas tout ce qui est la maintenance de la station. Et la maintenance de la station, on l'observe en particulier dans les sorties extravéhiculaires quand il s'agit d'aller changer les panneaux solaires pour redonner de l'énergie à la station. Oui, vous aviez fait une sortie, vous êtes resté dans la station les 2 fois? Les sorties extravéhiculaires, c'est en général au cours de missions de longue durée. D'accord. Aujourd'hui, on appelle les expéditions des incréments de 6 mois. Alors, j'ai pas eu la chance de faire une mission de longue durée, j'ai pas eu la chance de faire une sortie extravéhiculaire, j'ai pas eu la chance de marcher sur la Lune. Mais j'ai eu super chance quand même de participer à 2 missions spatiales. Alors quelque chose qui a énormément changé et qu'on peut voir maintenant, c'est tout ce partage en temps réel, hein. Thomas Pesquet, c'est vrai qu'il nous envoie beaucoup de photos de la station. On a aussi des expériences même qui sont menées avec des écoles. Ça vous aurait plu de faire ça à cette époque? Oui, alors on en a fait un tout petit peu, mais c'est vrai que c'était au retour de la mission qu'on ramenait et on pouvait pas interagir aussi facilement avec les écoles, avec les facultés, les universités, et qu'aujourd'hui, ce programme pédagogique à bord est passionnément suivi par des milliers d'enfants. En particulier, en ce moment, Thomas travaille avec le blob, Le fameux blob. le fameux blob, cette fameuse cellule géante capable d'apprentissage. Et il y a 2000 classes en France qui vont interagir avec lui. C'est une espèce de science participative passionnante. Et puis des écoles d'ingénieurs, dans ce qui s'est appelé la génération ISS, qui ont proposé des expériences absolument fascinantes. Et ça donne la possibilité de partager, d'interagir, de faire monter l'inspiration, la compréhension, la curiosité. Et c'est formidable que ça puisse se développer. Et bravo au CNES et son service éducation pour la jeunesse qui a mis en place tout ça. Est-ce que vous savez comment ils vont partager leurs données, finalement, Thomas Pesquet et tous ces élèves qui ont élevé leur blob? Qu'est-ce qu'ils vont regarder? C'est l'effet de la gravité et on va voir comment ça a changé finalement, que ce soit dans l'espace ou sur Terre. En ce qui concerne le blob, je crois qu'il y a 2 protocoles. L'un pour regarder comment cette cellule géante se déplace, gravité ou pas gravité, et puis comment elle se nourrit. Mais voilà, donc les enfants travaillent au sol avec leur blob dans la boîte de pétri, là où Thomas réhydrate le blob pour le réveiller de temps en temps et pouvoir avoir des images de son comportement. Et puis tout ça donnera lieu à publication, pourquoi pas dans cette science participative avec des jeunes enfants qui écriraient leur premier papier scientifique grâce à ces résultats exceptionnels. Ah, ce sera incroyable. C'est presque le début d'un film de science-fiction catastrophe, là, d'amener de tels organismes dans l'espace avec les astronautes. Ils sont bien enfermés dans la boîte de pétri, vous inquiétez pas. J'espère. D'ailleurs, je me suis posé la question, qui décide finalement de faire un voyage court, long? Vous avez fait par exemple 16 jours une première fois, puis je crois 8 jours. Comment ça se décide, tous ces temps de voyage? Alors aujourd'hui, on est vraiment dans cette phase d'utilisation permanente de la Station spatiale internationale depuis 20 ans, avec des expéditions de 6 mois. Quand j'ai volé avec nos partenaires russes, on était encore dans une phase différente de la station Mir, avec des vols de renouvellement de vaisseaux à côté de missions de longue durée. La Station spatiale internationale, quand j'y suis allée, c'était en 2001, un embryon de station spatiale avec juste 2 modules à l'époque, donc on n'était pas encore dans la forme permanente qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les missions sont des missions de 6 mois. Vous écoutez In Extenso, le podcast qui donne la parole à la recherche. Revenons sur cette mission Andromède. Quel était le programme pour vous de cette mission, le programme scientifique? Le programme scientifique de la mission Andromède était en continuité des missions précédentes, avec des appareillages plus sophistiqués, en particulier dans le champ cardiovasculaire et dans le champ neurosensoriel, où on commençait à rentrer dans les processus cognitifs assez sophistiqués, toujours avec des équipes qu'on connaît bien, qui travaillent depuis longtemps. Et d'ailleurs, il y a des publications récentes sur l'ensemble de cette recherche dans le domaine de l'humain
humain et l'espace par le CNES, avec un très, très beau livre qui a été publié récemment sur l'ensemble de ses expériences depuis 30 ans, Génial, on vous je mettra tous dirais. les liens pour ceux Voilà, qui sont c'est intéressés dans l'article qui accompagne ce oui, podcast. oui, c'est un livre de Guillemette Gauquelin qu'il a co-dirigé. Et donc voilà, c'était une continuité. J'avoue qu'aujourd'hui, quand je vois la Station spatiale internationale en 2021, avec les multiples laboratoires dans cette énorme infrastructure en orbite, la capacité de séquencer l'ADN, d'avoir des congélateurs à bord, je suis fascinée et admirative. Peut-être que ça, nos auditeurs ne le savent pas forcément, mais vous, la station internationale n'était pas du tout dans le même état qu'elle est actuellement. Elle était beaucoup plus petite, je pense. En 2001, c'était un embryon de station Ouais. spatiale. Quelques petits panneaux solaires, parce qu'on n'avait pas besoin de beaucoup d'énergie, 2 modules et un nœud de jonction. Ça faisait quel volume à peu près? On peut essayer d'imaginer une pièce, une petite pièce. Qu'est-ce que... Alors, c'était, je saurais pas dire, mais on était en dessous de 100 mètres cubes. Alors aujourd'hui, on a 400 mètres cubes en orbite sur une infrastructure qui fait 900 mètres cubes au total, donc pas pressurisé partout. Mais ce que je retiens surtout de 2001 et de cette époque de la Station spatiale internationale, c'était cette formidable aventure diplomatique de coopération internationale entre 5 partenaires pour réaliser cette infrastructure. Et de 2001 à 2011, ça a été la construction avec l'amarrage de nouveaux modules, le module européen Columbus, le module japonais Kibo, la cupola par laquelle on a de merveilleuses photos qui nous arrivent aujourd'hui. Donc cette coopération internationale, moi je l'ai vue mûrir entre mon arrivée en presque encore Union soviétique en 92, dans une coopération bilatérale franco-russe, puis une coopération européenne C'est vrai avec l'Agence qu'imaginer la spatiale européenne. relation de l'époque avec les Russes, entre Russie et États-Unis, qu'on ait une station internationale, quoi, 10 ans, une dizaine d'années plus tard, c'est incroyable. Je ne vous le fais pas dire, Ouais. ça a été une aventure humaine pour moi extraordinaire, avec par exemple l'amarrage du shuttle, la navette américaine, Ouais. sur la station Mir en 1995, et ma mission de 96, j'ai rejoint à bord Shannon Lucid, astronaute américaine, qui était arrivée à la station Mir par la navette spatiale. Donc c'était déjà une première étape qui, sur le plan de la diplomatie et de l'ingénierie, était quelque chose d'assez exceptionnel pour arriver petit à petit à la Station spatiale internationale. Et ce que j'espère, moi, aujourd'hui, c'est que dans les programmes à venir, autour de la Lune, retour sur la Lune, et puis les missions martiennes, on puisse vraiment avoir cet esprit de coopération internationale, pacifique de l'humanité qui est en progrès, en découverte, en exploration. C'est vrai que dans l'épisode précédent, on parlait un peu de votre modèle pour les jeunes filles. Est-ce que vous vous sentez aussi une sorte d'ambassadrice pour la paix, pour les relations internationales? Alors, je ne veux pas prendre trop de choses sur mes épaules, mais j'accepte volontiers de transmettre des valeurs, des choses qui me font vibrer, que j'ai mûries avec. C'est quand même une expérience transformative de se retrouver dans l'espace, à distance, cette vue globale sur la Terre, ce travail en coopération internationale. Et je crois que tous les astronautes, au retour, sont un peu des ambassadeurs, je dirais, de l'importance de la science et de la technologie, et vous le dites. Alors moi, peut-être avec un regard encore plus particulier pour les jeunes filles, pour les motiver, mais l'ensemble de la jeune génération, des ambassadeurs de la planète, parce que bien évidemment, cette vision par le hublot de la planète, dans sa beauté, sa fragilité, c'est quelque chose qu'on transmet. Des ambassadeurs de l'Europe, pour les astronautes de l'Agence spatiale européenne, parce que voilà, aujourd'hui Thomas Pesquet est à bord. Dans quelques semaines, c'est Matthias Maurer, astronaute européen allemand, qui va le rejoindre. Et puis l'année prochaine, Samantha, astronaute européenne, Samantha Cristoforetti, qui va rejoindre la station spatiale. Donc aussi des ambassadeurs de l'Europe, et puis des ambassadeurs de cette coopération internationale, pacifique, pour la réalisation de ces merveilleux programmes. Justement, vous évoquiez cette future mission. Quel sera le programme scientifique? La mission de Matthias Maurer, qui va donc pendant quelques jours cohabiter avec Thomas Pesquet à bord, est une mission qui comporte des expériences agencées, organisées par l'Agence spatiale européenne, puisque ce sont des astronautes de l'Agence spatiale européenne, de l'agence allemande, la DLR, comme Thomas avait des expériences du CNES, de l'agence française. Donc tout ça est très documenté, et je pense que pour les auditeurs, ça sera intéressant d'aller regarder le site de l'Agence spatiale européenne sur cette mission qui s'appelle
Cosmic Kiss. Et comme Oui, Cosmic Kiss, voilà. quel nom. Comme le dit Mathias, c'est sa déclaration d'amour à cette passion pour l'espace et son envie d'y contribuer. Tout comme le site du CNES regorge d'informations sur le programme scientifique de la mission de Thomas et des missions précédentes. Eh bien, vous avez tous les liens sur l'article qui accompagne ce podcast. On va rester sur cette note poétique. Claudia Nuret, merci. Merci. In Extenso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité. Retrouvez l'ensemble des épisodes d'In Extenso et nos autres séries directement sur theconversation.com dans la rubrique podcast.